Bonsoir à tous. Je vous propose d'ouvrir ce nouveau conseil municipal du jeudi 18 mars. Donc, je vous propose de nommer Marion Lissaillou secrétaire de séance. Nous avons deux pouvoirs ce soir. Pouvoir de Marie-Christine Mirabel à Madame Laurence Gutiérrez. Pouvoir de Stéphane Maton à Nicolas Dardy. Et donc, je vous propose de passer à l'appel nominatif des présents. Laurence Gutiérrez. Présent. Gilles Pénoche. Présent. Vanessa Moller. Présent. Philippe Pourteau. Présent. Virginie Darieux-Merlou. Présent. Hervé Labadie. Présent. Marina Boinet. Présent. Stéphane Maton, donc a donné procuration à Nicolas Dardy. Philippe Jorigui-Berry. Sandrine Dreyfus. Laurent Pétriac. Jean-Joseph Salmon. Bruno Milan. Françoise Argous. Serge Bochir. Marie-Christine Mirabel a donc donné procuration à Laurence Gutiérrez. Nathalie Sabatier. Philippe Sabaté. Hélène Ducoral. Nicolas Dardy. Marie Darieux-Merlou. Marion Lissaillou. Isabelle Aspetia. Florence Roura. Mathieu Vigne. Mike Bresson. Pénélope Lanterne. Didier Sors. Merci beaucoup. Donc juste Marie-Christine Marabel a en même temps commission environnement à la communauté de communes et Stéphane Maton à conseil d'administration du collège. Il me semble. Ou de l'école ? Non. École, plutôt. Conseil d'école. Au niveau de la bonne réception des pièces, est-ce que c'est tout bon pour tout le monde ? Je préfère encore, comme on est dans les balbutiements de cet envoi par l'Alpi, tout va bien ? Impeccable. Donc je vous propose de débuter l'ordre du jour du conseil et de démarrer en donnant la parole à Philippe Jorigui-Berry sur les marchés de travaux de la route Océane pour la voie verte. Alors avenant numéro 1, marché de travaux route Océane départementale 26. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, vu la délibération de conseil municipal en date du 25 mai 2020, autorisant Monsieur le maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et que le montant du marché ou de l'accord cadre est inférieur à 750 000 €. Vu la délibération numéro 2019-69 en date du 23 septembre 2019, attribuant le marché public numéro 19, aménagement de la route Océane RD26, création d'une voie verte, aménagement des trottoirs et de la chaussée à l'entreprise Colas Sud-Ouest pour un montant de 1 204 956 € hors taxe. Vu la nécessité de réaliser les adaptations techniques et des prestations supplémentaires dont la mise en œuvre s'est révélée indispensable suite aux différentes difficultés et contraintes imprévisibles rencontrées en cours d'exécution des travaux. Considérant que les adaptations techniques et travaux supplémentaires résultent de suggestions techniques exceptionnelles. Considérant la diminution du montant des travaux du marché résultant des nouvelles quantités du projet. Considérant l'arrêt des travaux de 1 mois dû à la pandémie Covid-19 et les protocoles sanitaires à mettre en place rendus obligatoires à la reprise du chantier. Article 1. D'accepter pour un montant de 42 248,61 € hors taxe les adaptations techniques et travaux en plus et moins-values correspondants. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant au marché avec l'entreprise indiquée ci-dessus, portant ainsi le montant du marché à 1 162 707,69 € hors taxe, soit moins 1,036% du montant initial du marché. Monsieur le maire et Monsieur le trésorier de Saint-Martin-de-Seignance sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération, qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Philippe.
Donc juste une précision, c'est bien moins 42 000, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser sur la présentation de Philippe qu'on était sur 42 000. Oui, Isabelle ? Oui, en fait, voilà, Monsieur Bresson, c'était peut-être dans la même. Ouais. En fait, bon, c'est vrai qu'il y a eu une période particulière sur la fin des travaux. C'est la pandémie. Donc, c'est principalement sur la pandémie Covid-19. La plus-value pour enrober grenailler et pour grenaillage et la réalisation d'une longrine béton armée sous glissière. Prise en compte de la diminution du montant des travaux résultant de nouvelles quantités du projet. Arrêt des travaux de 1 mois du 17 mars au 20 avril 2020, interruption due à la pandémie. Arrêt des travaux du 23 juillet au 7 décembre. Donc voilà, c'est par rapport à tous ces points. Oui, Monsieur Bresson. Moi, les infos, Philippe, tu me coupes si. En fait, l'enjeu principal, c'est que pendant la période, il y a eu une évolution. On en avait parlé avec Gilles du prix de l'enrobé. Et du coup, c'est le marché du coup qui a fait qu'il y a eu une moins-value très importante sur le prix de l'enrobé. Oui. Parle. Ce projet, il était très important pour nous que les pistes cyclables aient la même unité de couleur. Donc quand on a passé le marché, initialement, il était prévu un enrobé coloré qui coûtait très cher et on a demandé à l'entreprise si elle avait la possibilité de présenter d'autres produits. Elle nous a proposé un enrobé avec un granulat spécial de couleur qu'ensuite on grenaille et ce qui permettait, on est allé visiter à Cabreton, d'avoir la même couleur que le reste des pistes cyclables. Ce qui était très intéressant. Si ce grenaillage est supprimé, vous comprendrez que tout l'intérêt donc il n'est pas supprimé et les pistes cyclables seront. Mais le grenaillage, il a été fait. Donc les pistes cyclables seront bien de la même couleur que ce qui est. Non, mais là c'est fait ça. Hein. D'accord. Là, là attention, hein, là on parle bien de la voie verte qui est déjà réalisée depuis plus de 8 mois. Hein. Oui, on parle de ça. On parle pas de la nouvelle piste. Hein. Non, on parle de celle-là. Oui, voilà. Donc, là, c'est pas des travaux qui sont à prévoir. Hein. Là, tous les grenaillages, la piste, elle est terminée. Le grenaillage est terminé. D'accord. Donc la couleur, c'est bien la même que le reste. C'est la couleur finale, là. D'accord, très bien. C'est ça. La moins-value, c'est par rapport au prix du baril qui a énormément descendu. C'est ça. Principalement, c'est la raison numéro 1. Même si, évidemment, hein, vous l'avez noté, l'entreprise Colas a fait, elle, une plus-value sur la pandémie Covid-19, puisque de tête, c'est quand même, hein, pour vous donner les montants, 8 000 € de plus-value sur l'adaptation de l'entreprise à la pandémie, ce qui est quand même une belle somme. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Alors, je vous propose de passer sur Domaine et Patrimoine et notamment le bilan des acquisitions et cessions 2020. Gilles Pénoche. Ah puis c'est bon. C'est bon là ? Bon. Voilà. Donc bilan et des acquisitions et cessions 2020. Donc vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2241-1, vu le bilan si annexé des acquisitions et cessions 2020. Considérant que les assemblées délibérantes doivent débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière menée par la collectivité, et que ce bilan est annexé au compte administratif, considérant que conformément aux dispositions de l'article L 2241-1 du CGCT,
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Alors, donc en annexe, les acquisitions, vous les avez. Donc, il y en a 4. Il y a la rétrocession à la mairie de la voirie d'espace vert et parking de Amaïssa 10. Il y a l'acquisition du pavillon du Midi, donc porté par le PF. L'échange du Barry, donc c'est l'échange, ce qu'on appelait à l'époque Maison Rouge, même si ça n'a plus trop ce nom-là. Et il y a aussi les espaces verts de l'ASL de la résidence Baïgoura. Donc, après en avoir délibéré, donc le conseil municipal décide, alors article 1, d'indiquer que dans le cadre de ses compétences, la commune de Saint-Martin-de-Seignan a donné en 2020 son autorisation pour accueillir ou céder les biens mentionnés dans le bilan joint à la présente délibération. Merci Gilles. Est-ce que ça amène des commentaires ou des questions? Bon, assez classiquement, c'est... Alors je précise que le dernier, l'ASL Résidence Baïgora, c'est juste une petite place. Ouais. C'est une toute petite parcelle. C'était vraiment des régularisations très minimes. Ça n'entraîne pas de domaine public disproportionné. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. On va passer donc au niveau du Conseil des sages à la désignation des représentants. Je passe la parole à Sandrine Dreyfus. Renouvellement de l'adhésion de la commune à la Fédération des villes et Conseil des sages et désignation des représentants. Les élus et les sages ont émis le souhait de continuer à adhérer conjointement à la Fédération des villes et Conseil des sages, FVCS, dans le but de partager des valeurs et d'échanger des expériences, cette adhésion ayant débuté en 2015. La FVCS est une association indépendante et apolitique à laquelle adhèrent ensemble les villes et leurs conseils des sages, ceux-ci étant représentés dans les instances de la fédération et participant à sa gestion. La FVCS ne s'immisce ni dans l'élaboration des règles de constitution, ni dans les conditions de fonctionnement des conseils des sages et n'intervient pas dans les relations entre les municipalités et leurs conseils. La FVCS a pour vocation de répondre aux besoins des villes et des conseils des sages, car il s'agit d'une part d'une structure de rencontre locale, nationale, une source d'information sur les travaux et réalisations des conseils des sages, et d'autre part d'un outil d'échange de connaissances et d'expériences. D'aider et de conseiller les communes dans la mise en place d'un conseil des sages, d'assurer la promotion des conseils des sages et d'inciter au développement de cette forme de démocratie locale qui offre aux municipalités le concours bénévole de personnes disponibles et motivées pour le bien commun des citoyens. De veiller au respect de l'application de la Charte nationale des conseils des sages. Donc pour l'année 2021, le montant de la cotisation annuelle s'élève à 430 €. Pour représenter la commune à la fédération, il y a lieu de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant qui feront partie du collège des villes. Ces deux délégués élus municipaux sont nommés par le maire, Monsieur le maire proposant Madame Sandrine Dreyfus titulaire et Monsieur Hervé Labadie suppléant. Le Conseil des sages a désigné Madame Kim Goutenègre et Monsieur Alain Labadie en tant que représentants titulaires qui feront partie du collège des conseils des sages. Donc après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, article 1, d'approuver le renouvellement de l'adhésion de la commune à la Fédération des villes et conseils des sages pour la durée du mandat. Donc le coût de la cotisation pour l'année 2021 s'élevant à 430 €. L'article 2 d'approuver la désignation par Monsieur le maire de Madame Sandrine Dreyfus en qualité de représentante élue titulaire et de Monsieur Hervé Labadie en qualité de représentant élu suppléant pour faire partie du collège des villes au sein de la FVCS. Et article 3 d'approuver la désignation par le Conseil des sages de Madame Kim Goutenègre et Monsieur Alain Labadie en qualité de représentants non élus titulaires pour faire partie du collège des conseils des sages. Article 4, d'autoriser Monsieur le maire à mener à terme les démarches permettant le renouvellement de cette adhésion. Merci Sandrine.
Est-ce que ça amène des commentaires ou des questions sur le Conseil des sages? Bon, enfin, sur les représentants, assez classiquement. Le premier Conseil des sages d'installation a eu lieu le lundi 1er mars. Et ensuite, ils se sont réunis le 8 mars pour... le 8 ou le 15 le 8. Le 8 entre eux pour désigner donc ces représentants avec la parité et avec derrière une intention d'avoir un membre qui était déjà présent et qui a l'habitude, Alain Labadie, et une nouvelle sage du coup pour avoir aussi voilà, une bonne répartition. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, unanimité. Et bien voilà, on se retrouve sur les finances locales. On va démarrer notre cœur du sujet. Ce sujet, ce sont donc évidemment les approbations du compte administratif, du compte de gestion et le débat d'orientation budgétaire. Et donc je passe la parole à Hervé Labadie. Bien, comme vous le savez, le fonctionnement budgétaire et financier d'une commune repose sur un budget annuel, plus d'éventuelles modifications en cours d'année. Ce budget est voté en début d'année et a pour but de prévoir et d'autoriser les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année civile. En fin d'année, et pour chaque année, les services financiers de la collectivité doivent établir un document de synthèse qu'on appelle le compte administratif. Et nous allons voter pour ces comptes administratifs. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire une présentation du compte administratif principal et des deux comptes administratifs annexes. Par contre, de procéder au vote compte par compte. Est-ce qu'il y a des... Bien, alors je continue. Parfait. Donc, le compte administratif synthétise l'ensemble des opérations financières réalisées pendant l'année. C'est en quelque sorte un arrêté comptable. Il y a donc autant de comptes administratifs que de budgets. Au cas particulier, le budget principal, le budget projet de ville et le budget logements sociaux. Bon, l'année 2020 que nous avons connue, évidemment avec sa crise, nous empêche de tirer des enseignements de l'exercice 2020, mais nous devons quand même les voter. Donc, sauf avis contraire, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres pour les comptes administratifs, d'autant qu'ils ont tous été validés par le comptable du Trésor, gage s'il en est de la qualité du travail fourni par le service finance de la commune. Vous avez eu connaissance des chiffres du compte administratif principal. Je vais quand même citer en 2 mots les montants des recettes des dépenses. La section de fonctionnement, 5 696 897,90 € de dépenses. C'est avant report et transfert. Comme ça, c'est la vraie activité de l'exercice. Et en recette, 6 503 967,70, c'est-à-dire un excédent de 807 070. Et pour l'investissement, vous verrez que le chiffre est faible parce qu'on n'a pas pu réaliser d'investissement important en 2020. Les dépenses s'élèvent à 3 654 303,68 pour des recettes de 3 897 222,37, soit un excédent de 242 919 €. Le total des deux faisant un excédent de 1 049 989. Pour les logements sociaux, ce sont évidemment les logements sociaux qui sont gérés par la commune. Ce sont essentiellement des frais de fonctionnement ou quelques travaux pour l'investissement. Section fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 31 640,80 pour 30 887,71 € de recettes, soit un déficit de 653. Par contre, pour les investissements, les dépenses s'élèvent à 28 420,89 pour des recettes de 32 356, soit un excédent de 3 936. Le total donne un excédent de 3 283. Et enfin, le projet de ville. Je vous rappelle que les projets de ville, ce sont les lotissements qui sont en cours de réalisation. La section de fonctionnement génère une dépense totale de 1 091 861,77 pour
des recettes de 1 091 861 77. Il n'y a pas eu d'opération de vente de travaux sur ces lotissements. Et pour l'investissement, les dépenses s'élèvent à 1 114 299,66 pour les recettes de 1 075 954,07, soit un déficit de 38 345, essentiellement porté par les remboursements de la dette. Voilà, donc en ce qui concerne le compte, si vous avez des questions, sinon je vous propose de passer au vote. Par contre, il va falloir qu'on fasse un petit exercice. Oui, moi je vais sortir. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les comptes administratifs, que ce soit sur le budget principal, sur le projet de ville ou sur le compte administratif 2020 des logements sociaux? Des commentaires, des questions? Évidemment, comme l'a précisé Hervé, un budget particulier sur cette année 2020. Donc, je vais vous quitter pendant quelques instants. Bien, monsieur le maire étant bien parti. Nous allons procéder premièrement au vote concernant le compte administratif principal de la commune. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? 5 abstentions. 6 abstentions, pardon Florence. Donc on les note. On peut savoir pourquoi il y a des abstentions ou non? Non, bon, d'accord. Pour le compte administratif logements sociaux, qui est... Bah écoutez, qui est contre? Qui s'abstient? 6. Et pour le compte administratif projet de ville, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, donc les 3 délibérations sont votées à la majorité. On fait revenir monsieur le maire. Tu écoutes comment? Ah ben oui, le pauvre, oui. Merci Hervé. Donc évidemment, comme d'habitude, on enchaîne avec les comptes de gestion 2020 à la fois pour le budget principal, le projet de ville et les logements sociaux. Hervé? Donc ça va être beaucoup plus simple. Le compte de gestion, en fait, c'est la même opération de synthèse des écritures et des réalisations de l'année, mais établie par le Trésor public, c'est-à-dire par le comptable du Trésor. Évidemment, il est même s'il se présente sous une forme différente, évidemment, on retrouve les mêmes chiffres, les mêmes totaux, les mêmes excédents, les mêmes résultats. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il est simplement un peu plus complet que le compte administratif, ce qui fait qu'on ne retrouve pas forcément la même présentation. Mais en tout cas, ils ont été validés par les services et preuve aussi encore une fois d'une bonne gestion de la commune. Pas les mêmes pages. Est-ce que vous... Je ne reprends pas les chiffres parce que c'est les mêmes, hein. On est d'accord? On va regarder le... Parfait. Donc, pour l'approbation des comptes de gestion sur le budget principal, qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions sur le compte de gestion. Sur l'approbation des comptes de gestion projet de ville, qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Et sur le compte de gestion logements sociaux, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire passer le parapheur qui comportera donc la feuille de présence de ce soir et donc évidemment les signatures pour les différents comptes administratifs et comptes de gestion. Donc, il y a 4 signatures pour chaque conseiller. Merci beaucoup.
on va passer au débat d'orientation budgétaire. Alors, le débat d'orientation budgétaire sur le budget primitif 2021 que nous voterons donc en avril prochain. Donc, le débat d'orientation budgétaire permet de présenter les orientations budgétaires pour l'année 2021, préfigurant les priorités du budget primitif, d'informer sur la situation financière de la collectivité et sur les perspectives budgétaires de la commune et de présenter les actions qui seront mises en œuvre. Alors évidemment, je voulais dans un premier temps remercier l'ensemble des services pour la qualité de ce travail, parce qu'évidemment le mois de mars et le mois d'avril est toujours un moment particulier pour les services municipaux. La confection de ces budgets est toujours des plus délicats. Depuis cette année, depuis cette pandémie, forcément, ça crée des situations compliquées, avec des conséquences sur nos relations avec les différents acteurs qui sont évidemment un peu particulières. Je voulais remercier donc l'ensemble des élus de la commission finances, car avec ce rapport d'orientation budgétaire, qui comporte 35 pages, on a un document complet, précis et surtout didactique. C'est important parce que, évidemment, le DOB, c'est le débat d'orientation budgétaire, c'est une étape importante donc dans la vie de la collectivité, et que malgré le choc économique dû à la crise, il est indispensable pour notre mairie d'établir des orientations qui serviront de base pour les années à venir. Il est primordial de se projeter pour piloter et anticiper au mieux nos objectifs tout en permettant une bonne santé financière de la commune. Alors ce que je vous propose évidemment, ce n'est pas de reprendre une à une chaque page du document du ROB, c'est dans un premier temps sur les projections nationales. Évidemment, comme on le disait, après cette épidémie du Covid, il y a eu évidemment un repli du PIB en 2020 de 8,3%. Pour l'instant, finalement, sur les derniers indicateurs, notamment de cette fin d'année 2020, on a une moins mauvaise fin d'année que prévu. Mais évidemment, on ne pourra mesurer l'impact de cette crise que dans de longs mois, et on n'est pas évidemment à l'abri de mauvaises surprises dans les années à venir. L'État a lancé un plan de relance de 100 milliards sur 3 axes, compétitivité, transition écologique, cohésion sociale et territoriale. Ce plan de relance aujourd'hui évidemment fait débat. L'OFCE par exemple a précisé qu'il faudrait peut-être envisager une enveloppe plus importante. Il y a eu également un débat sur ce qui constitue ce plan de relance. Moi à mon tour, je trouve que sur des données de santé, de social, il faudrait quand même aussi que les axes du plan de relance soient abordés sur ces thématiques. Ensuite, donc, il y a eu une baisse de 10 milliards d'impôts sur l'impôt de production, une stabilité des dotations de l'État aux collectivités et une dotation d'investissement allouée aux communes et aux intercommunalités pour plus d'1,8 milliard d'euros. La fiscalité des ménages, évidemment, le point le plus important, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour les ménages à 80% pour la population et avec les 20% restants pour la fin 2023. Évidemment, je l'ai déjà dit à ce micro, je regrette ce choix fait par l'État. On fait clairement tanguer la maîtrise financière des communes et surtout on met sur perfusion les collectivités, sur perfusion de l'État. Les communes sont très dépendantes aujourd'hui et de plus en plus, et on le voit avec les dernières annonces, de dotations et de compensations.
Et la disparité et ce qui fait la particularité de nos territoires n'est pas du tout, ou en tout cas de moins en moins, pris en considération. Évidemment, les investissements à Saint-Martin-de-Seignances, à Ponton-sur-Adour ou à Jaune ne peuvent pas être corrélés de la même manière. On n'est pas sur les mêmes territoires, on n'est pas sur les mêmes dynamiques. De plus, la taxe d'aménagement va être adaptée dans le but de ralentir de moitié l'artificialisation des sols d'ici 2030. C'est un point d'entrée important pour laquelle on se familiarise, parce qu'on entendra beaucoup parler de l'artificialisation des sols dans les semaines et mois à venir, puisque des discussions nombreuses, notamment au niveau du Parlement, continuent en ce moment. L'évolution de la collectivité, comme vous l'avez vu dans le document, mais ce n'était pas une surprise pour vous, puisque vous êtes bien conscient de la chose, la population sur Saint-Martin-de-Seignances augmente régulièrement, avec évidemment des grands pics et des années plus calmes. Par exemple, les années 2000 étaient vraiment un pic au niveau de l'évolution de la population. Saint-Martin est un territoire attractif, on le sait, on attire. Le bien vivre ensemble est un idéal pour nous. Nous allons devoir tendre vers certaines caractéristiques du village. On parle souvent de la ville. Moi, je voulais aussi réaborder cette notion de village. Un village, c'est un tout homogène, c'est une unité. Et nous restons aujourd'hui sur Saint-Martin une commune à taille humaine. Et il me semble qu'on va devoir vraiment préserver ce lien entre nous, cette taille, et notamment les espaces publics de qualité et en nombre suffisant. La préservation de finalement notre ADN naturel, que ce soit les Barthes de l'Adour, que ce soit les réserves naturelles, que ce soit nos proximités avec les différents étangs sur la commune et sur les nombreux cours d'eau. Le lien que nous allons travailler avec la culture et avec le patrimoine, ce sera évidemment des marqueurs importants pour nos budgets à venir sur la commune. Évidemment, construire un budget, c'est aussi faire des choix. Nos priorités sont connues. La culture, l'environnement, le sport et l'associatif, et également l'enfance-jeunesse. Au final, ce sont clairement les projets qui créent du lien, qui correspondront à notre fil rouge. Je le dis depuis le début, mais c'est vraiment les projets qui créeront du lien, qui seront notre fil rouge. La commune et le territoire du Seignances restent attractifs pour l'accueil de nouvelles entreprises. Les zones d'activité, notamment celle de Norton, en cours de commercialisation, se remplissent rapidement. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme je l'ai abordé sur l'aspect national, au niveau local, la pandémie actuelle, évidemment, nous amène un contexte incertain. Certes, il y a une baisse des dépenses de fonctionnement de plus de 2% en 2020, mais il faut vraiment relativiser cette baisse des dépenses de fonctionnement, notamment, par exemple, au vu du maintien des salaires des agents, qui a été une étape importante sur Saint-Martin et sur l'ensemble des communes, le maintien des subventions aux associations, notamment celles qui le souhaitent et qui ont eu aussi à passer des mauvaises périodes depuis plusieurs semaines. Il y a des associations également qui ont demandé de faire baisser leurs subventions parce qu'ils ont eu malheureusement que très peu d'activités. Et il y a eu également un choix fort en 2020 d'augmenter de 30% le budget du CCAS pour renforcer la politique sociale. D'ailleurs, on va l'aborder tout à l'heure avec l'aide à la mobilité internationale pour les jeunes. Sur le fonctionnement et sur l'investissement, d'une manière générale, sur le fonctionnement, nous aurons une capacité d'autofinancement à retrouver et à affirmer. Évidemment, cette crise est un accélérateur pour cette ambition. Évidemment, cette capacité d'autofinancement, c'est un tout. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. La stratégie foncière à mobiliser, on le verra avec l'étude urbaine. L'optimisation de la dépense en fonctionnement, rationaliser les dépenses, flécher les dépenses, analyser, regarder l'évolution de celles-ci, mais aussi dans certains cas, voir les appels d'offres pour coller aux réels besoins avec un coût réduit. Alors, une bonne gestion des dépenses de fonctionnement,
cela prend du temps. Il faut qu'on respecte cet équilibre et cette notion de temps, de temporalité. Il faut dégager des budgets par service, il faut responsabiliser les services et il faut ensuite fixer des objectifs. Mais encore une fois, j'insiste sur cette notion de temps qui est si précieuse pour avoir un fonctionnement le plus efficace possible. Sur l'investissement, il faudra évidemment que notre commune saisisse les opportunités du plan de relance. Être malin. Aujourd'hui, et c'est une bonne chose, la commune, sur ses derniers investissements, a eu 20% de dépenses d'investissement accompagnées par des partenaires. On est dans la bonne strate quand on se compare avec d'autres collectivités. Nous devrons persévérer dans cette recherche active de cofinanceurs. La planification aura aussi un rôle important pour répondre aux défis du financement. Évidemment, nous devrons être attentifs à séquencer les projets les uns après les autres, de ne pas avoir une envie d'agenda trop hâtif. Il faut que la planification de ces investissements pluriannuels soit vraiment bien étudiée. Alors vous les connaissez, vous les avez vus dans ce rapport d'orientation budgétaire, une dizaine d'investissements apparaissent aujourd'hui dans le cap politique des années à venir que je vous propose de fixer. Évidemment, au niveau culturel, on en a parlé, l'agrandissement de la bibliothèque avec un espace ludothèque, la réhabilitation de la chapelle en tiers-lieu artistique. Au niveau du sport et des associations, le court couvert de tennis, donc, a débuté et va entamer ses travaux en 2021. Un terrain synthétique Agony est en prévision. La salle Camiade devra émerger sur un site à déterminer. Un nouveau centre technique municipal verra le jour dans les années à venir. L'extension de l'école Jean Jaurès est notée également pour l'amélioration des services scolaires. Au niveau de l'habitat, évidemment, le projet urbain nous donnera le là sur le Saint-Martin de demain et d'après-demain, et la résidence intergénérationnelle a toute sa place donc dans l'ambition de mixité qu'on veut, tout à la fois sociale, mais également sur l'habitat inclusif pour les jeunes et les personnes porteurs de handicap. Tout ce plan pluriannuel sera sur l'année 2021 sur un lancement des études sur ces projets structurants. 4 de ces projets seront entamés en priorité. La réhabilitation de la chapelle, l'agrandissement de la bibliothèque, le centre technique municipal et la résidence intergénérationnelle. C'est pour ça que je vous proposerai sur le futur budget 2021, que nous voterons dans quelques semaines, les études et le début de la réflexion sur ces 4 projets en priorité. Vu que cette année sera une année de lancement de projets structurants, je vous propose donc de ne pas prévoir d'emprunt en 2021. Pour conclure, l'année 2021 verra, comme je l'ai dit tout à l'heure, le début des travaux du court couvert de tennis. La police municipale sera lancée. Les 50 000 premiers euros du budget participatif pour le premier budget participatif de la commune de Saint-Martin seront validés. Et des travaux sur les 3 groupes scolaires, notamment sur les aspects extérieurs, à la fois des cours, on l'a vu avec Jules Ferry, ou sur Kergomar. Donc évidemment, pour terminer sur la présentation de ce débat d'orientation budgétaire, les dépenses de fonctionnement augmentent depuis plusieurs années, c'est normal. L'attractivité, la dynamique de la commune nous impose de répondre aux attentes de la population. Nous devons accentuer nos efforts en matière de maîtrise afin de retrouver des marges de manœuvre confortables et notamment, comme je l'ai dit, une capacité d'autofinancement pour continuer à renforcer nos services et poursuivre nos projets. Notre volonté, ma volonté, est également de vous proposer de ne pas faire évoluer les taux d'imposition sur ce budget 2021, de ne pas envisager d'augmentation. Aucun emprunt donc vous sera proposé en 2021 et surtout, et je le redis, des projets bien planifiés et bien réfléchis
nous permettront d'envisager des investissements raisonnables et pertinents. Voilà. Donc je vous propose d'entamer ce débat, en tout cas de le poursuivre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions, notamment sur le rapport d'orientation budgétaire et sur le débat d'orientation budgétaire? Alors, je débute par Isabelle. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc aujourd'hui, vous présentez donc le deuxième débat d'orientation budgétaire de votre mandature. Aujourd'hui, on voit que ce débat est porté quand même sur des chiffres de la précédente mandature, ce qui aurait pu se faire précédemment, sur quelques critiques aussi. Je ne pense pas que le législateur avait demandé aux communes de faire ces débats pour cela, mais soit, les chiffres de toute façon sont publics. Mais je voudrais quand même rectifier quelques petits commentaires qui se trouvent donc sur ce débat. Je voudrais clarifier certaines choses. Tout d'abord, en ce qui concerne les frais de personnel, vous avez écrit donc que l'évolution des charges de personnel est très soutenue sur la période et ne s'explique pas par un changement important, une création d'un service. Donc, on ne peut pas dire que ceci est juste, puisque d'une part, ces changements importants, vous en avez noté certains en haut de la page 13, pour ceux qui veulent suivre, mais il en manque quand même pas mal, et des services quand même assez importants, comme par exemple la création du service communication, la création du RAM municipal, la création d'un poste de coordinatrice enfance-jeunesse, la bougeothèque, et bon, j'en passe. Et d'autre part, la plupart de ces emplois qui ont été créés sont quand même financés et subventionnés par nos partenaires. La CAF, et pour quand même la plupart de ces projets, puisque pour la crèche, pour le RAM, pour la coordinatrice enfance-jeunesse, tout ça quand même c'est financé par la CAF. Donc on les retrouve dans le tableau de la page 15 quand vous mettez total chapitre création, subvention et participation. Ensuite, un autre exemple de compensation qui est la maladie ordinaire des agents. On avait donc fait le choix, il y a en 2018, je crois, de prendre donc cette assurance pour les agents, ce qui a coûté cher à l'assureur puisqu'il a versé plus de remboursements qu'il n'a perçu de cotisations. Et c'est pour ça que quand en 2020 il a fallu renégocier ce marché, nous n'avons pas fait le choix de renouveler puisque l'assureur avait évidemment augmenté fortement ses cotisations. Pardon. Donc, ce qui est quand même transparent pour les agents. On n'a pas repris ce risque-là, mais c'est transparent pour les agents puisque c'est la commune qui paye les agents quand ils sont en arrêt. Et du coup, la seule différence, c'est que l'assureur ne rembourse plus la commune, mais la commune économise 100 000 € quand même. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Et ensuite, bon, nous, on n'a jamais caché des frais de personnel derrière des associations qui font le travail d'agents communaux. Voilà. Ensuite, ce que j'avais à rajouter. Oui, en ce qui concerne la DSR, page 15, il faut être prudent sur la formulation, parce qu'en fait, il est écrit « La commune ayant eu gain de cause et n'étant plus rattachée par l'INSEE à l'agglomération bayonnaise », c'est pas juste. L'INSEE nous rattache toujours à l'agglomération bayonnaise, mais ce qu'il y a eu, c'est que la préfecture n'a accepté ce non-rattachement que
contrainte et forcée par le Conseil d'État sur un motif de droit. Parce que dans la loi, il n'est pas prévu qu'une commune puisse être rattachée à une autre commune d'un autre département. Et non de fait, il n'y a pas de continuité urbaine. Et ça ne vaut que pour la DSR, parce que l'État continue à nous rattacher à Bayonne pour d'autres dotations, et à l'époque d'ailleurs pour l'étape, c'était le cas. Oui. Mais qu'on ne paye pas parce qu'on les compense par des travaux Oui. en vue de l'habitat social. Ouais. Ça c'est important parce que si vous ne fléchez pas ces travaux-là dans vos délibérations, Ouais. ça fait si vous ne fléchez pas ces travaux-là faits pour l'habitat social dans les délibérations, le fait de ne pas respecter les quotas donc, donne lieu à une pénalité de laquelle ne seront pas retranchés ces travaux-là. C'est ce qui nous a permis pendant un certain nombre d'années d'éviter d'avoir à payer des pénalités. Et il faut savoir qu'en 2025, elles seront extrêmement importantes. Ensuite, sur la politique tarifaire des services, donc il est écrit « La politique tarifaire de ces services est relativement basse et évolue très modérément ». Alors ça, c'était une volonté de notre part. Quand nous sommes arrivés, nous avons voulu baisser les tarifs pour les plus bas coefficients familiaux et n'augmenter qu'avec en suivant l'inflation. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à rajouter ? Cession et acquisition. Alors, oui, effectivement, on avait fait des acquisitions, mais il fallait en faire puisque la commune était dépourvue de réserves foncières. Et donc, on n'avait absolument rien pour construire des équipements publics. Et il n'y en avait pas de réservé sur le PLU de 2012, qui avait été fait en 2012. Alors, lors du mandat précédent, effectivement, nous avons fait le choix d'acquérir des terrains pour créer notamment notre cœur de ville qu'on avait prévu et qui vous allez l'appeler cœur de vie, mais je pense que ces acquisitions qu'on aura faites pendant notre mandat vont vous servir pour faire votre projet. Ensuite, je vais passer aux orientations budgétaires. Donc, aux recettes de fonctionnement. Donc, il est écrit, les taux de la collectivité étaient déjà supérieurs à ceux observés pour sa strate en 2019. Oui, effectivement, en 2019, ils étaient supérieurs, mais ces taux, ils sont restés inchangés depuis 2010, bien avant la date du dernier mandat, qui n'a vu aucune évolution de ces taux. Ensuite, alors, oui, en page 31, vous avez écrit « Les produits de service ne seront pas calqués sur ceux de l'année 2020, mais plutôt 2019, afin de tenir compte de l'arrêt partiel de certaines activités en 2020. La tarification ne devrait pas évoluer cette année. » Alors nous, on veut juste savoir si elle devrait ou ne devrait pas. C'est pas clair, en fait. Ensuite, création d'une police municipale. Vous dites qu'il faut faire que le budget fonctionnement est serré, qu'il faut faire très attention. Mais donc vous allez créer une police municipale qui aurait pu être mutualisée, puisqu'un travail avait commencé comme ceci. Ce n'est pas votre choix. Par contre, apparemment, entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Il y en a qui nous parlent de 3 agents, d'autres de 2. Donc voilà, juste... Oui, non, mais voilà, mais moi je me pose des questions, c'est tout. C'est écrit, police municipale. Donc je pose... Si on peut en savoir un peu plus, moi c'est la première fois que j'en entends parler là. On en a parlé en commission, mais... Non, on en a parlé en commission, mais... Mais si on peut en savoir un peu plus aujourd'hui...
Ensuite, la réhabilitation d'ensemble de la place Jean Rameau. Donc là, je suppose que le projet qui était initié est terminé. Plus de halles. C'était un projet qui avait été validé par les habitants quand même. Il y avait eu... si, ils étaient là, oui. Oui. Alors là, avec pas de souci. Donc là aussi, il va y avoir des pénalités puisque le projet quand même était bien avancé. Et ensuite, étude de la chapelle. Je veux juste savoir si les études sont commencées, puisque vu qu'on voit qu'il y a du monde qui va dans cette chapelle. Voilà. Et ensuite, la résidence intergénérationnelle, ça par contre, je crois qu'on n'en a pas entendu parler. Voilà. C'est tout ce que je voulais... Je voudrais réagir par rapport à votre propos sur la taxe d'habitation. Vous dites que ça augmente la tutelle de l'État, c'est vrai. C'est vrai, c'est indéniable. Par contre, il y a quand même d'autres avantages très importants. Je dois dire que pour certaines familles, et ça n'est pas propre à Saint-Martin-de-Seignanx, cette suppression de la taxe d'habitation, c'est quand même un soulagement très important. Et par ailleurs, alors vous allez me dire, oui, mais ce qu'on enlève comme recette aux collectivités locales, on va le prendre dans les impôts de l'État, parce que l'État va compenser. Certes, sauf que ce n'est pas les mêmes clients. C'est-à-dire que ceux qui payent l'impôt à l'État ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui payent la taxe d'habitation aux communes. Et donc c'est une mesure qui a aussi un côté social très important. Et moi je voudrais insister là-dessus, sur ce côté social de la suppression de la taxe d'habitation. C'est la première chose. La deuxième chose, vous dites que ça va augmenter la tutelle de l'État. Il reste néanmoins un certain nombre de possibilités pour la commune de gérer son budget en bon père de famille. Il reste la taxe foncière, il reste la taxe sur le foncier bâti. Alors le foncier bâti, le foncier non bâti, pardon, je la mettrai de côté parce que c'est très marginal, mais il reste la taxe foncière qui est quand même une recette qui est importante dans les communes dynamiques comme la nôtre. Et puis il y a surtout la bonne gestion sur laquelle vous avez insisté, et je dois dire que ça me paraît très sain comme discours. Avoir une saine gestion d'une commune, c'est important. Et puis, autre avantage, il y a un certain nombre d'élus qui considèrent que les électeurs n'ont d'intérêt que pour amener un bulletin à un moment donné et qui ensuite s'assoient dessus au moment du vote du taux des taxes. Il n'est pas normal qu'en France, on ait des communes où on paye plusieurs milliers d'euros de taxes d'habitation et que dans d'autres, parce qu'elles sont mieux gérées, ces montants à payer soient relativement faibles. Alors, sans faire de politique, il se trouve, et je ne citerai pas les partis, volontairement, il se trouve que ce sont toujours les mêmes communes dans lesquelles il y a beaucoup d'impôts locaux à payer, et toujours les mêmes dans lesquelles il y a peu d'impôts locaux à payer. Donc voilà, au moins, cette suppression de la taxe d'habitation rétablit un certain équilibre entre les communes bien gérées et celles qui le sont moins bien. Vous savez, il y a des cas en France où des maires un peu farfelus ont fait des réalisations extraordinaires pour la commune, mais à quel coût pour les administrés. Donc au moins, on mettra un terme, enfin en tout cas en partie terme, à ce genre de comportement. Ensuite, sur la place Jean Rameau, je voudrais réagir. Vous mettez en doute, on peut le comprendre, l'acceptation de la population. C'est pas notre sentiment. On a eu, nous, le sentiment qu'il y avait un très bon accueil de cette place. Mais je vais vous dire, moi j'ai fait partie des services de l'équipement. Donc quand je vais parler de la DTTM, je sais de quoi je parle. J'ai fait partie des services de l'équipement il y a maintenant quelques années. Pardon, oui, j'ai fait partie des services de l'équipement il y a quelques années, et à cette époque-là, les services de l'équipement avaient effectivement la capacité, parce que des moyens humains, parce que des moyens aussi, comment dirais-je, techniques et intellectuels techniques,
de réaliser des opérations pour le compte de les communes. C'était d'ailleurs une de leurs missions. Ça n'est plus aujourd'hui dans les missions des DDTM. Et moi, ce que je crains, c'est que ce sur quoi vous vous engagiez, c'est un simple rafistolage de la place. Et très sincèrement, je pense que c'est vraiment dommage parce que notre cœur de bourg, qui n'a aujourd'hui pas de lecture urbaine, parce qu'il est ce qu'il est, il a évolué au fil de l'eau, il n'y a pas de lecture urbaine, et c'est dommage pour l'image de notre village, mais c'est aussi dommage pour la vie de ses habitants. Voilà. Je vais commencer par vous dire, monsieur Bresson, qu'on est d'accord. Notre bourg n'a pas de lecture urbaine. Je suis tout à fait d'accord. C'est simplement sur la manière, vous vous doutez bien, il y a un mais sur la manière de débuter ce travail sur notre future centralité, il nous semble que débuter par ce point de la place Jean Ramon est un mauvais début. Pour nous, c'est l'approche globale, comme on l'a dit en commission, du bourg, plutôt du cimetière jusqu'à la chapelle. C'est toute cette traversée qui nous paraît être importante de structurer d'une manière cohérente et ensuite, on va dire, de faire l'entonnoir pour arriver sur ces placettes. Oui, mais vous commencez par un point précis. Je vais terminer. Voilà, vous savez très bien ma façon de voir les choses. Vous commencez par un point précis, alors que nous, on va commencer par la globalité et ensuite par structurer autour pour finir par ces espaces, on va dire, publics intermédiaires. C'est précisément ce qui avait été fait dans le cadre de l'étude. Notre étude était divisée en deux parties, une analyse globale. On était allé très au-delà de Saint-Martin, même, pour l'analyse des paysages, l'analyse des déplacements, etc. Et à un moment donné, il faut bien commencer. Oui, il faut commencer par quelque part. Bon. Et c'est là où on n'est pas d'accord. C'est sur, après, l'aménagement. Sur la partie aménagement. Donc, en fait, cette étude avait porté de façon globale sur qu'est-ce qu'est Saint-Martin, qu'est-ce qui pose problème à Saint-Martin, pourquoi on n'a pas de lecture urbaine de cette commune, et quels sont les points sur lesquels il faut avancer. Et donc il y avait eu un autre périmètre qui avait été défini, dont la limite était la coulée verte. Et à l'intérieur de cette coulée verte, qu'est-ce qu'il faut faire et par quoi doit-on commencer pour avoir une image immédiate de cette volonté politique de démarrer? La réponse avait été la place Jean Rameau. Voilà, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu d'étude globale. Ah, mais je l'ai jamais dit, M. Bresson, hein. Je l'ai jamais dit, hein, qu'il n'y avait pas eu d'étude globale. Donc, juste pour faire un peu le lien, faire une réponse un peu globale sur l'intervention d'Isabelle Aspetia, en mettant de côté, parce que bon, il y a beaucoup de points que tu as évoqués. Un rapport d'orientation budgétaire, c'est pas un bilan de mandat. Ça n'a rien à voir. C'est un état des lieux des finances de la commune. Après, tout est sujet à interprétation. Dès qu'on parle de chiffres, on interprète chacun, les 29 élus, d'une manière différente. Tu as fait ton interprétation. Dans mon propos introductif sur ce débat d'orientation budgétaire, j'ai bien insisté. L'évolution des dépenses de fonctionnement de la commune, elle est normale. On a renforcé les services, on répond à des besoins d'une population qui évolue, on accueille des jeunes, on accueille des seniors, on va avoir des priorités politiques, c'est tout à fait logique. Après, non, mais on a tout bien entendu, Isabelle, c'est pas le sujet. Alors si tu veux l'exhaustivité des services, ça, c'est pas ça l'intérêt de ce document. C'est pas ça l'intérêt du document. C'est savoir comment ont évolué les dépenses par rapport aux recettes et où on en est aujourd'hui à un point de base qui nous servira à se projeter et à tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années. En aucun cas, dans ma présentation du débat d'orientation budgétaire, je n'ai évoqué le mandat passé, je n'ai évoqué des jugements sur des choix politiques. Chacun fait ses choix. On est là de passage. Je suis là de passage et ma mission, c'est de passer
le budget communal dans les années à venir de la meilleure des manières possibles en ayant fait des choix qui seront entérinés en conseil municipal. Non. Non. C'est l'interprétation sur que. Mais non, mais que les services aient augmenté, c'est un fait, c'est factuel. Il n'y a pas d'interprétation là-dedans dans le document. Il n'y a pas un changement important, une création de services. Non, moi. Comme tu l'as dit, en fait, ce qu'il faut entendre, en tout cas moi, c'est comme ça que je le lis. Bon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis, c'est qu'il n'y a pas eu de création de services majeurs sur les services municipaux. C'est-à-dire que quand un service communication avec un agent est créé, quand la bougeothèque est créée avec un agent, c'est pas un jugement sur le type de service, c'est simplement de dire qu'il n'y a pas eu une structuration d'un service particulier, comme par exemple, on pourrait avoir un service événement culture où il y ait 3-4 agents. C'est ça, quand on évoque un changement notable sur les services, quand on évoque un changement notable sur l'organigramme. C'est ça que le rapport voulait pointer. Il n'y a pas eu de création, comme par exemple certaines collectivités le font, de décider d'un centre de loisirs via une association ou de réintégrer un centre de loisirs dans l'espace municipal, c'était ça. Après, évidemment, on les a même listés. Donc je veux dire, il n'y a pas de... Des oublis, mais très bien, je les ai notés. Donc, quand même avec le cumul, ça fait quelque chose de notoire. Oui, mais ça, on le dit. Vous ressentez ça avec vos émotions d'anciens élus et d'anciens élus majoritaires. C'est tout. C'est tout. Non, je pense que c'est surtout le bilan que vous considérez comme un bilan de mandat, alors que c'est simplement savoir où on en est aujourd'hui sur la commune. Juste pour préciser sur le débat d'orientation budgétaire hein, et notamment évoquer certains points et certains projets. Didier évoquait la police municipale, les études sur la chapelle, plage d'un rameau. Enfin, attention, là, on est sur un investissement pluriannuel. Évidemment, vous dire dans 5 ans précisément ce qui va se passer autour des projets majeurs, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Moi, ce que je dois donner, c'est le cap politique. Le cas politique, il est clair, on l'a donné, les thématiques, vous les connaissez, elles sont connues. La police municipale a été traitée en commission avec Philippe Jaurégui-Berry, donc est connue des 7 élus qui sont spécialisés sur ces sujets, Didier. Ça passera donc en conseil municipal dans les semaines à venir. Juste sur le pourquoi d'une police municipale et non pas une police communautaire, c'est très pragmatique, c'est que dans le travail de la commission, il y a eu des rencontres au niveau de police communautaire qui se sont soldées vers un retour d'information qui disait toute la même chose, c'est que le fonctionnement était très délicat de par les relations entre un président d'une communauté des communes qui ne sont évidemment pas les mêmes que l'échelon municipal. Et ça, c'était partagé, Philippe pourrait vous le repréciser, dans tous les entretiens qu'il a eus avec les personnes concernées. C'est pour ça que on s'est, et après avoir échangé avec la gendarmerie et les autres et certaines autres communes de Seignance, on pourra envisager des conventions, donc tout à fait, notamment pour mutualiser certains moyens. Ça, c'est évidemment une piste qui est importante et qui est envisagée. Mais par contre, la police municipale doit vraiment garder son lien municipal et notamment le lien entre les pouvoirs du maire et la police municipale. Ensuite, juste pour revenir sur les sessions. Oui. Oui, on a entendu qu'il y avait des désaccords, et vous les avez confirmés en disant que c'était sain au sein d'un conseil municipal sur le nombre de personnes. Il est évident que, en tout cas tous les spécialistes le disent, il faut un minimum de 3 personnes pour que la police municipale puisse fonctionner à la fois en sécurité des personnes, mais également par rapport à différents points du code du travail, par rapport au congé, etc. Ma question est simple. Est-ce que vous pensez avoir la possibilité sur la commune de Saint-Martin
de mettre en place une police municipale avec 3 agents, sans que ça ne se traduise par une augmentation des impôts nécessairement fonciers, puisque la taxe d'habitation étant supprimée. Ce qui veut dire qu'il y aurait, pour un même service, une police municipale, une rupture de l'égalité des citoyens devant la charge publique. Donc ma question est, est-ce que vous allez augmenter les impôts pour financer ce service ? Alors je vais laisser la parole après à Hervé et Philippe peut-être, hein, mais enfin surtout Hervé, mais enfin, je trouve, Monsieur Bresson, qu'à chaque fois vous êtes légèrement caricatural dans votre approche. Si, totalement, et depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, et je trouve que ça s'empire entre nous. Voilà. Je trouve que le saut, à chaque fois que vous faites, on sait pourquoi vous le faites, et vous inquiétez pas, je ne suis pas dupe et je suis très lucide, entre tout nouveau projet, toute nouvelle évolution de fonctionnement et constamment le levier des taux est très réducteur sur la manière dont une commune doit piloter, comme je l'ai dit tout à l'heure, son fonctionnement au quotidien. Le fonctionnement au quotidien... Alors, on va pas rentrer dans le détail, Monsieur Bresson, parce que déjà, on va pas du tout être d'accord, et je sais que votre habileté à manipuler les chiffres, notamment autour de 2009 et 2010, seront pas du tout, hein, vous savez de quoi je veux parler. Je pense que vous savez exactement de quoi je veux parler. Non, on va pas le dire maintenant, ça n'a aucun intérêt, et je vais pas rentrer dans votre piège constant à manipuler les chiffres, notamment sur la période 2009-2010. Si, c'est une manipulation grossière qui n'intéresse plus personne, Monsieur Bresson, maintenant. Donc, le vrai sujet, c'est que je pris la parole, je vous laisserai la parole tout à l'heure avec le micro. Une police municipale, c'est un choix politique. Aujourd'hui, un budget de fonctionnement de la commune, on l'a vu tout à l'heure, est à plus de 5 millions. La commune de Saint-Martin peut tout à fait faire des choix de gestion différents. Il y a des priorités qui sont données. Et effectivement, le levier fiscal, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure et comme vous l'avez bien précisé, évolue fortement à la baisse pour les élus. Donc je pense que réduire toute nouvelle dépense de fonctionnement au levier fiscal, évidemment, comme vous l'avez précisé, c'est vous-même qui l'avez dit sur la taxe d'habitation. Elle n'existe plus. Donc en tant que maire, c'est pas forcément le premier levier qu'on envisage. Peut-être Hervé, tu veux préciser sur le financement et sur les choix C'est bon. Oui, le financement, on en a parlé en commission. Effectivement, on sait que les projets que l'on a vont coûter de l'argent, mais on ne va pas attendre 3 ou 4 ans de régler les problèmes de fonctionnement, notamment le problème de la masse salariale. On ne va pas attendre que ça soit fait pour mettre en place nos projets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est sûr qu'on va y arriver sans augmenter les impôts. Hein, on est sûr qu'on va y arriver sans augmenter les impôts, et surtout c'est parce qu'on a identifié les problèmes. Vous le savez, on a fait faire une expertise en gestion, on a identifié les problèmes d'organisation et d'organigramme. Hein, sur la masse salariale, je vous cache pas, vous êtes au courant qu'on paye quand même un DGS pour être à la maison, on est obligé de recruter un nouveau DST, on est obligé de payer un nouveau DST alors qu'on a encore l'agent qui est là. Je parle pas des personnes, je parle des cadres. On a recruté effectivement au service de communication un cadre A, est-ce que c'était indispensable? Voilà, on est en train de chercher les possibilités, en faisant fonctionner la commune le mieux possible, de faire des économies sur l'organigramme et sur l'organisation du travail. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on peut mettre en place les projets que l'on veut, notamment dans le fonctionnement, parce que le global du fonctionnement est excédentaire. Alors même si on fait jouer un petit peu ce fameux 0,12, la masse salariale, pendant 2-3 ans, il faut se dire qu'on va un peu piocher sur les excédents que l'on a, avec l'engagement de tout mettre d'aplomb à mi-mandat. Quand même à Julien Fichot, d'abord je trafique pas les chiffres, j'ai aucun intérêt à trafiquer les chiffres, aucun. Donc chacun pourra vérifier dans ce conseil municipal, mais également autour de cette table, il y a un service qui s'appelle la Direction Générale des Collectivités Locales, qui publie les taux de toutes les communes. Donc c'est pas très difficile, quand vous avez X une année
et que l'année suivante, vous avez X plus quelque chose, de calculer quelle est l'augmentation. Et quand vous prenez 2001 et 2013, c'est pas très difficile de calculer quelle a été l'augmentation entre les taux de l'année 1 et de l'année N. Et quand je vous dis que la fiscalité a augmenté de 43%, c'est juste, tout simplement juste. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Je vous l'ai dit, c'est parce que, en tant que Saint-Martinois, j'ai eu à subir ces augmentations-là. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile. Et si ça n'a pas été facile pour moi, ça a certainement été très difficile pour d'autres. Et je pense que c'est notre rôle, nous, opposition, de vous alerter sur les risques que présente tel et tel sujet, et à vous, ensuite, d'en tenir compte ou pas. Donc, quand on a parlé des transports en commun, je vous ai dit, attention, il y a un risque d'augmenter les impôts. Et là, pour la police municipale, je vous dis, attention, il y a un risque d'augmenter les impôts. Mais je serai vraiment très content, et je vous dirai bravo, si vous parvenez à mettre en place ces services sans augmenter les impôts. C'est ça l'objectif. C'est tout. C'est pas de créer des polémiques. Juste, Monsieur Bresson, j'ai oublié de vous... Sur la taxe d'habitation, les plus modestes ne payent pas la taxe d'habitation. On est d'accord. Donc l'aspect social de la suppression de la taxe d'habitation, j'avoue que ça, c'est pas l'argument qui me fera changer d'avis. Ah oui, non, mais attendez. À chaque fois, vous revenez beaucoup en arrière, Monsieur Bresson. Hein. À force, je vais être un peu perturbé. Ça fait que depuis un an qu'il s'appelle plus Julien. Mais non, Didier. Mais non, mais bien sûr que non, sur la taxe d'habitation, Didier. Vas-y, Philippe. Oui, je voudrais intervenir un peu sur au niveau de la taxe d'habitation. Alors, d'une part, sur la réflexion de Monsieur Bresson, qui ciblait certaines communes pour les augmentations éventuelles de taxes d'habitation. Il faut savoir que ces communes-là, elles n'ont pas d'autre choix puisqu'elles n'ont pas d'entreprise sur leur commune, donc elles n'ont pas d'autre rentrée fiscale que les impôts des particuliers. Donc taxe d'habitation et taxe foncière. Donc c'est pas vous évoquez donc cette taxe d'habitation qui pèserait davantage sur certaines communes. Oui, forcément, parce qu'ils n'ont pas d'autres rentrées fiscales. On peut prendre l'exemple de Paris où la taxe d'habitation est extrêmement faible parce qu'ils ont tous les sièges de société, y compris dans le 92, c'est la même chose. Donc il y a un déséquilibre et bon, voilà, sur ce point-là. Après, il y a toujours eu des exonérations en fonction des revenus qui sont automatiques, qui sont calculés. Ça a toujours existé. Donc il y avait les personnes les plus modestes étaient exonérées et sont toujours exonérées de taxes d'habitation. Ça, c'est un fait indéniable. Il y a toujours eu des mécanismes parce que c'est un impôt qui est basé sur le bien à la base, la valeur locative du logement, mais il y a des mécanismes de correction qui prennent en compte les revenus. Et ça a toujours existé. Donc les personnes les plus modestes étaient exonérées de taxes d'habitation. Voilà. Donc c'était juste quelques précisions, parce que quand on parle des choses, il faut aller jusqu'au bout. Merci Philippe. Je peux vous citer le cas de Tarnos, qui a énormément... Ah, on n'avait pas compris. Monsieur Bresson. Non mais on justifie... Quand je vous dis que vous devenez un peu caricatural, c'est que c'est vraiment... Est-ce que je peux aller jusqu'au bout ? Oui, allez-y. Bon, on a cité l'exemple de Paris. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et donc ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Je prends, à contrario, l'exemple de Tarnos, où il y a beaucoup d'entreprises et où on paye beaucoup d'impôts et où ils vont encore augmenter si on en croit les... Donc, voilà. Donc, merci Monsieur Bresson. Ça n'a strictement rien à voir. Non, mais... Deux minutes. C'est pas la suppression de la taxe d'habitation en soi qui pose problème. Évidemment. C'est un impôt injuste, évidemment. La problématique, c'est que l'État fait des cadeaux avec l'argent des communes. C'est ça la problématique. C'est que demain, on n'aura plus d'autonomie financière parce qu'on n'aura plus le levier pour gérer nos propres finances. Et qu'on parle de subventions, on parle de dotations et compagnie. C'est des lois de finances annuelles, ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Et avec tous les milliards qui sont distribués par l'État, je voudrais savoir en 21 et en 22 et en 23, comment seront les dotations. C'est ça la problématique, c'est tout. C'est pas de savoir si c'est bien. Bien sûr que c'est bien. D'accord, non mais... Ben, c'est ce qu'on essaiera, mais enfin, en tout cas, nous enlève le levier. On sera inventif.
je vous propose donc, comme vous le savez, il n'y a pas de délibération. Il y a une délibération, mais qui est simplement pour prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu sur la base donc du rapport d'orientation budgétaire 2020. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions, des abstentions? Quand vous voulez, vous me dites. Oui. Vous pouvez voter pour. J'espère que vous allez me suivre à chaque fois que je vous dirai vous pouvez voter pour. Je doute. Allez, on recommence. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On va passer donc sur le point divers sur les tarifications enfance-jeunesse et je passe la parole à Nicolas Dardy en remplacement de Stéphane Maton. Donc une délibération administrative comme on les aime sur notre grille de tarification. Donc en fait la CAF a besoin que l'animation périscolaire apparaisse sur la colonne cantine pour pouvoir apporter son soutien financier, continuer d'apporter son soutien financier. Donc nous allons juste compléter l'intitulé de la colonne pour pouvoir bénéficier du soutien financier de la CAF. Nicolas, donc c'est des petites régularisations demandées par la CAF qui peuvent être régulières. Est-ce que ça amène des commentaires ou des questions? Je ne pense pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, je vous propose de passer à l'aide sociale et notamment l'aide à la mobilité internationale et de passer la parole pour une nouveauté qu'on va vous proposer à Virginie Darry-Merlot. Donc, l'aide à la mobilité internationale pour les jeunes. Donc, notre souhait, c'est d'aider financièrement les jeunes qui veulent réaliser un projet de mobilité internationale. Donc, ce serait de venir compléter un peu ce qui est déjà proposé par le point information jeunesse de la commune, à savoir un accompagnement tout au long du processus de départ à l'étranger. Donc, concernant notre aide, la mobilité, elle peut se faire dans le cadre scolaire, donc pour réaliser des stages à l'étranger, dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un départ au pair ou dans le cadre d'une mission dans une association, une ONG ou un chantier international. Donc nous proposons d'apporter donc à ces jeunes une aide de 200 à 600 € en fonction de la durée. Donc les conditions pour prétendre à cette aide, donc c'est d'avoir entre 18 et 25 ans, de compléter le dossier de demande d'aide, de présenter son projet. Non, il y a une erreur, pardon, voilà. Il y a une erreur sur le document. Donc, je vous précise que c'est bien de 18 à 25 ans. Donc, deuxième condition, donc l'âge 18-25 ans. Deuxième condition, de compléter le dossier de demande d'aide. Troisième condition, de présenter son projet devant une commission composée d'un professionnel et d'un élu. Et ensuite, de s'engager à réaliser un retour d'expérience envers un public saint-martinois. Donc le public et la forme du retour d'expérience sont laissés au choix du jeune. Donc bien évidemment, le jeune qui s'engage dans ce projet pourra être accompagné tout au long du processus par le point information jeunesse. Donc je vous propose d'approuver ce dispositif, donc d'autoriser le déblocage sur le budget principal d'une somme de 2 500 € pour l'année 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et signer tout document permettant la mise en œuvre de ce dispositif. Merci Virginie. Juste me permettre d'insister. Je trouve vraiment que cette délibération est très importante. Encore plus avec le moment qu'on est en train de vivre. Évidemment, permettre à la jeunesse de voyager. Je vais pas faire l'inverse et rappeler
les célèbres phrases qu'on a tous entendues, que les voyages forment la jeunesse, mais je pense que c'est une réalité, que on le voit bien, et je le vois encore il y a quelques heures, je faisais un webinaire avec un célèbre sociologue, Jean Viard, qui insistait sur l'importance des voyages dans les semaines et mois à venir pour ces jeunes 18-25 ans, parce que c'est vrai qu'il y a eu une période forcément troublée qui, dans la construction de chaque individu, fera que il y aura un manque. Il y aura un manque dans la construction de notre jeunesse. Et vraiment, c'est important qu'on puisse donner des leviers au niveau local pour permettre ces projets divers et variés. Et la volonté vraiment, c'est d'être très à l'écoute sur tous les projets individuels, quels qu'ils soient, au niveau de la mobilité internationale. Est-ce que ça amène des réflexions, des commentaires ou des questions? Parfait. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Et donc, on va passer la parole à Philippe Pourtot pour la convention annuelle, qui sera pas annuelle d'ailleurs, qui sera sur 2 ans, avec le CPIE. Philippe, je te laisse la parole. Donc, la commune de Saint-Martin-de-Seignances souhaite poursuivre les actions de préservation et de mise en valeur de l'environnement qu'elle conduit depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'est un axe important de notre mandat. Donc le CPIE constitue un partenaire essentiel pour nous accompagner dans les missions que vous pouvez retrouver donc dans la charte, dans la convention qui est jointe. Il s'agira du suivi écologique et de la valorisation des espaces naturels, de la préservation de la biodiversité urbaine avec notamment les chauves-souris au niveau de la toiture de l'église, l'élaboration de la charte d'urbanisme et son application, l'expertise auprès des élus et des services techniques de la commune concernant les espaces verts, la voirie et les bâtiments. Donc je vous propose d'approuver la convention qui est annexée pour la période donc, de 2021 à 2022. Une des nouveautés, notamment la durée, c'est un point important. Après la rencontre avec le CPIE, la volonté c'était d'avoir un temps un peu plus long. En tout cas, de s'engager sur un temps plus long. Là, on commence par 2 ans. On peut aussi envisager un temps plus long à l'avenir, ce qui permet sur certains projets aussi une cohérence, évidemment, puisque en ayant un temps plus long, ça nous paraît aussi important pour notamment ce partenaire historique de la commune, de travailler avec un peu plus de sérénité. Est-ce que ça amène des commentaires ou des questions? Oui, Monsieur Bresson. Oui, c'est une question qui n'est pas liée directement au CPIE, mais une question sur l'environnement. Nous avons remarqué que des platanes ont été coupés sur la route de Puntet de façon très très conséquente, dans un cadre qui, honnêtement, était particulièrement bucolique justement avec ces platanes. Je voulais savoir s'il y avait le CPIE qui avait été consulté sur cet abattage de platanes. Et par ailleurs, signaler que si ces platanes sont là, c'est parce que les anciens ont considéré qu'ils participaient à la stabilité des berges. Et contrairement à ce que disent les poseurs d'enrochement, qui forment un lobby puissant, c'est pas les platanes qui détruisent les berges. Donc j'ose espérer que s'ils ont été abattus, c'est qu'il y a une raison de santé des platanes et non pas dans un souci de préservation des berges. Voilà. Ils ont été élagués surtout. Ah non, élagués au ras du sol. Non, ceux qui ont été coupés, Philippe. Oui, en fait, je pense que ceux qui ont été coupés, c'est des travaux qui ont été menés par la communauté de communes. C'est, comme vous le savez, c'est une route communautaire. Je pense que ceux qui ont été coupés, c'est ceux qui étaient malades, qui étaient creux à l'intérieur. Et il y avait surtout un problème de soulèvement de la route par ces platanes. Quand il y avait des tempêtes, les racines, le système racinaire qui doit se trouver sous la route faisait que la route, d'ailleurs qui vient d'être totalement refaite, qui était toute neuve, donc c'est par prévention que la communauté a réalisé ces travaux.
D'accord, donc le CPIE n'est pas intervenu. À ma connaissance, je pense que non, mais comme c'est pas nous qui avons... Non mais c'est dommage, on connaît tous cette route de Buntet et franchement, aller y faire un tour sans les platanes, c'est plus du tout la même chose, quoi. Non mais j'ai écouté. Enfin voilà, je pense que le CPIE sur ça aurait pas eu... Gilles, oui. Juste rappeler sur la route de Puntet, au siècle dernier, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, les employés municipaux, c'est vrai que tous les 3 ans, 4 ans, on élaguait justement depuis l'école des Barthes jusqu'au Cocardi, on élaguait les platanes parce que c'est vrai que entre l'eau qui monte, qui descend, les canaux qui évoluent, on a une assise de chaussée qui est très très mauvaise, quoi. Oui, mais je pense que il l'a dit, Philippe. Après, je pense qu'ils n'ont pas été tous coupés. Malades, quoi. Ceux qui ont été coupés, c'est ceux qui penchaient vers l'estelle d'Argelas et qui menaçaient de tomber. C'est ceux-là qui ont été coupés. C'est ceux-là qui ont été coupés, puis c'est la route de Lesgo, à ce niveau. La plus grande leçon que j'ai prise dans ma vie, je l'ai prise par un monsieur qui s'appelait Jacques Barthélemy, qui était PDG de la chaîne thermale du Soleil. Et un jour, il y a un technicien qui, pour réaliser un giratoire, lui a dit « Il est beau ce cèdre, mais pour réaliser le giratoire, il faut le couper. » Et le président de la chaîne thermale du Soleil lui a dit tout simplement « Écoutez, je pourrais mettre toute ma fortune au pied de l'arbre que vous allez planter à la place, qui ne poussera pas plus vite. » Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. On avait là un cadre bucolique, vraiment très sympathique. Aujourd'hui, il est massacré. Alors, il est massacré, la commune n'est pas en cause, puisque c'est la communauté de communes. Mais honnêtement, j'estime qu'on devrait avoir un droit de regard sur ce type d'action, parce que très franchement, c'est catastrophique. Oui, d'après ce que dit Bruno, c'est le syndicat mixte du Bazadour qui a entrepris ces travaux. Ouais. Les gens, si vous permettez, je suis référent du quartier, je peux vous dire que le nombre de coups de téléphone qu'on nous demandait ce qu'on allait faire pour l'élagage des platanes et l'entretien de ces berges. Je vais passer quelques moments là-bas. Non, mais donc, vous parlez des gens, mais je vous réponds par rapport aux gens. Des platanes, en sortant de Saint-Martin. Tous les riverains n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les fasse tomber. Donc c'est toujours comme ça, tout le temps. Je n'ai fait que répondre à votre question. Non, mais c'est pas une raison, je veux dire. Non, mais vous parlez de répondre à votre question. Ni plus ni moins. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires Bruno, là pour les riverains, ce qu'ils demandaient c'était de l'entretien, juste de l'élagage des platanes pour empêcher que les branches viennent boucher le canal, et donc juste de l'entretien. Mais entre l'élagage et l'abattage total, et pour le maintien des berges aussi, le système racinaire est hyper important. Non, mais alors moi ce que je vous propose, pour clôturer le sujet, c'est on se renseigne sur la quinzaine d'abattages. Moi je suis quasiment sûr, parce que entre les échos de la communauté que j'ai et pour en avoir discuté avec une autre personne qui habite le coin, c'est des arbres qui étaient malades pour moi. Oui. Mais moi j'ai ça en tête. Mais on se renseigne et on envoie un mail à par exemple la commission environnement de Philippe, d'envoyer un petit mail aux 7 membres de la commission pour enquêter un peu sur la manière de mener l'élagage ou le... Ne vous inquiétez pas, on sait à peu près où c'est, ouais. Vous inquiétez pas, pour notre connaissance de la commune, et la connaissance de la commune par Philippe et Bruno. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Sur la dernière délibération, donc je passe la parole à Hervé Labadie pour les archives et notamment notre relation avec le centre de gestion des Landes.
Voilà, comme vous savez, dans les collectivités, il y a un protocole très particulier et un formalisme à respecter par rapport à l'archivage. Donc, je vais faire simple. On va vous proposer d'adhérer à la convention des archives du Centre de gestion des Landes pour pouvoir mettre en place un archivage qui actuellement est un petit peu laissé à l'abandon. Il y a effectivement beaucoup de retard à faire en espérant que la dématérialisation et les nouvelles techniques nous aident dans cet archivage. Important parce que c'est vrai que c'était un réel souci et on n'avait pas du tout d'habitude de travailler avec le centre de gestion pour ces sujets et ça va permettre un peu de clarifier certains services et d'avoir surtout une organisation et un répertoire qui est si important pour les archives, notamment pour les collectivités. On va passer au vote, enfin à moins qu'il y ait des commentaires sur ce sujet. Donc qui est contre ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, je vous propose de passer à la question diverse que j'ai de SMAC. Notre attention a été alertée par des promeneurs qui ont fait la remarque suivante: la boucle départementale de randonnée est fermée au niveau du chemin du Pélut. Cela aurait dû être réouvert suite au débardage. Selon certains témoignages, la mairie a posé des barrières. Ah bon, tiens. Puis un riverain a posé un panneau propriété privée. Or, c'est un changement rural. Qu'en est-il exactement? Alors, j'ai pas très bien compris la question parce que justement Didier et Mathieu ont participé à une réunion il y a 15 jours sur ce sujet. Donc je sais pas. La question, elle est légitime. J'ai pas dit ça, mais. Non, mais c'est curieuse. Compte tenu de la réponse qui a été apportée en commission, il nous est apparu légitime que le débat public porte sur ce chemin, mais ça vaut aussi pour d'autres chemins ruraux, où il y a manifestement une appropriation, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, on a eu nous-mêmes à régler des appropriations des années 90 qui avaient été concédées par un simple courrier du maire de l'époque, en violation totale de toutes les règles de bon sens. Mais c'est comme ça. Bon, là, en l'espèce, il se trouve que c'est une boucle départementale et en réunion de commission, il a été dit qu'on allait faire ou demander au département de gérer le problème. Le problème, c'est pas un problème du département. C'est pas parce que c'est une boucle du département que pour autant la propriété de la commune ne doit pas être défendue par la commune. Donc il se trouve que sur ce chemin, et je suis allé personnellement voir, vous ne pouvez pas vous garer sur une voie qui est une voie de la commune parce que le propriétaire riverain a mis une interdiction de stationner. Vous ne pouvez pas rentrer sur le chemin rural à partir du moment où il devient encaillouté et non plus en enrobé, parce que, alors, il nous a été dit que c'était les services de la commune qui avaient posé ces barrières. Peut-être les ont-ils simplement fournis. On ne sait pas trop. Mais il y a des barrières qui empêchent de passer, et il y a un panneau sur ces barrières, propriété privée, sur un chemin communal, et donc ça nous semble absolument dément, qu'on puisse en arriver là. Alors, il y a eu à un moment donné, il faut le dire, effectivement, du débardage, assez scandaleux d'ailleurs, qui a emprunté le chemin, le sentier de randonnée géré par le département, et qui a complètement défoncé ce chemin. La seule solution apparemment qu'a trouvé le département, c'est d'interdire la pratique de villégiature sur ce chemin-là et d'apposer à l'entrée un arrêté disant que jusqu'au 20 octobre 2020, pour des raisons de sécurité, en raison du débardage, le cheminement était interdit. Et le 20 octobre, c'était il y a maintenant quelques mois. L'arrêté a été prolongé jusqu'au 31 mars par le département. Alors,
Effectivement, qui prolonge l'arrêté, c'est une chose, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'état du chemin, il y a des ornières qui font 80 cm de profondeur. Donc les promeneurs là-dedans risquent. Non, mais je vous propose que Philippe Pourtot, parce que on a bien compris, monsieur Bresson. Non, mais alors, donc la question, elle a un sens. Enfin, j'espère que vous l'avez compris. Non. Est-ce que c'est la commune qui préserve les intérêts de la commune pour sa propriété, ou est-ce qu'on remet la cause au département, hein? Alors, donc en commission, moi j'étais en commission, Didier et Mathieu étaient en commission, donc je pense qu'ils pourront vous répondre autant que moi. On n'a jamais dit que c'était pas l'affaire de la commune et que qu'on allait tout donner au département. On a plutôt eu une démarche, et d'ailleurs je remercie Philippe Pourtot d'avoir eu cette démarche, c'est d'inviter la responsable de ces chemins du département pour travailler avec eux. Parce que évidemment, comme vous l'avez dit, c'est un enjeu prioritaire pour nous. Effectivement, la gestion de ces chemins ruraux, c'est une question délicate sur la commune, mais je laisse Philippe préciser plusieurs points. Alors Julien, pour revenir à la commission, effectivement, j'étais présent à la commission et on est resté sur le fait en commission que il était gênant pour la commune d'aller à l'affrontement avec les riverains, et ça j'en conviens entièrement. Et le seul truc qui est sorti, à mon sens, de la réunion, c'est une demande d'une lettre d'appui du département pour essayer de peser dans ce sens-là. Ok ? Oui. Ou non ? Oui, je fais un raccourci. Un petit peu, parce que en fait. Aussi encore. Mais Philippe Pourtot a reçu, il a dit, c'était pas la première fois que vous traitiez ce sujet, il a été sur place à de nombreuses reprises. On les a reçus en mairie. Je veux dire, il a reçu en mairie, donc si on assumait sans souci le sujet. C'était juste ça, le raccourci rapide. Et en plus. Voilà, on va les convoquer de nouveau en mairie pour leur expliquer que malheureusement, le problème qu'il y a, c'est que eux, ils pensent que ce chemin leur appartient déjà. Ils pensent que c'est pas un chemin rural, que ça leur appartient. Ils regardent sur Géoportail et sur Géoportail, ils voient, je sais pas comment, qu'il y a un numéro de parcelle qui leur appartient. Alors, pour moi, c'est totalement faux. Hein. C'est un chemin rural, effectivement. Et nous déplorons ce fait. Hein. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions pour éviter cet affrontement entre les gens, parce qu'aujourd'hui, je parle d'affrontement. Hein. C'est un conflit qui devient très très dur. Et quand moi j'ai encore eu le riverain cette semaine au téléphone. Voilà, aujourd'hui, il parle d'aller au tribunal. Dès qu'il y a un promeneur qui pointe son bout de nez, ça part en invective. Donc bon. Aujourd'hui, il faut quand même aussi, nous, on est là pour apporter de l'apaisement et essayer de trouver des solutions. Donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé aussi sur l'expertise du département par rapport à ça. Et là, il est hors de question pour nous de laisser ce chemin à ce riverain. Et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce chemin de randonnée puisse être rétabli. Contrairement à ce qui a été fait sur un autre chemin de la commune, dont on a parlé aussi en commission, le chemin de Carrère, où la commune a accordé des installations, notamment un panneau et un portail qui ont été installés, donc sur un chemin rural, un panneau sans interdit. Donc comment vous l'expliquez ça ? Le chemin de Carrère, effectivement, dans la partie qui est comprise entre la route départementale et la maison de son propriétaire, dont je tairai le nom, est effectivement un chemin qui relève de la commune. Ce chemin a été enrobé par le propriétaire de la maison, est entretenu par le propriétaire de la maison sans que la commune ne soit jamais intervenue. Il fait le fauchage des abords, etc. Il se trouve que quand ce même propriétaire a eu son permis de construire, ça remonte à il y a très longtemps, il y a eu une déviation du chemin rural qui a été faite entre les abords de sa maison et l'ancien chemin rural. Et cet ancien chemin rural, il est sous les arbres actuellement. C'est-à-dire que le chemin qui existe et au niveau duquel il y a une barrière, c'est un chemin qui a été réalisé par le propriétaire du champ de maïs, dont je tirais également le nom, mais à ses frais, parce que le chemin rural de la commune était complètement envahi par les arbres et n'était plus utilisable. Donc c'est aujourd'hui un chemin privé, sur lequel il y a une barrière qui a été mise par son propriétaire. Voilà. Donc la question se posait. Et alors, il se trouve que ce chemin-là a été utilisé par des générations
de Saint-Martinois pour aller dans les bois, etc. Et il y a des campeurs qui sont venus, qui se sont, comme on dit, shootés, enfin, etc. Donc il y a eu cette barrière qui a été mise, mais sans intervention de la commune. Hein. C'est le propriétaire privé qui a mis la barrière sans intervention de la commune. Et donc, comme il y avait cette barrière, les gens qui voulaient aller prendre ce chemin-là garaient leur voiture devant la maison de ce monsieur-là, au point que ça en était arrivé à des menaces qui ont fait intervenir la gendarmerie. Et donc, nous, on a reçu ce particulier qui nous a dit, écoutez, moi je me suis adressé aux gendarmes parce qu'il se garait devant mon portail, le facteur ne pouvait plus livrer exactement les mêmes problèmes qu'au chemin de Pelute. Sauf que là, on a des gens qui sont armés, quoi. Hein. Donc, la décision qu'on a prise à l'époque, c'était des altercations entre chasseurs, propriétaires, etc., quoi. Et avec des mots écrits... Voilà, oui, bien sûr. Et la décision qu'on a prise à l'époque, c'est de prendre un arrêté municipal pour interdire l'accès sur cette voie communale, sauf riverains. Et donc les riverains, c'est y compris les propriétaires des terrains qui sont au-delà de la maison qui est au bout de ce chemin-là, sauf riverains. Et en fait, ça n'avait pas solutionné le problème. La personne nous a demandé si elle pouvait mettre un sens interdit. On lui a dit, écoutez, mettez un panneau de sens interdit, sauf riverain. Il en a mis un. 2 jours après, il était par terre. Et donc, les services de la mairie sont effectivement intervenus pour mettre un panneau de sens interdit qui, normalement, doit avoir sauf riverain. Sauf que là, le sauf riverain, il n'y est plus. Non. Il n'y est plus. Non, il n'y est plus, effectivement. Voilà, donc si vous voulez, on est là dans le cadre d'une gestion par la commune de sa propriété. Et sur sa propriété, à l'époque, la commune décide d'interdire la circulation, sauf riverain. Il y a des tas d'endroits où ces choses-là se font. Là, c'est différent. C'est une propriété de la commune sur laquelle un riverain... Non, mais c'est la même chose, monsieur Bresson. Mais bien sûr que si. Le chemin rural, c'est la propriété de la commune aussi. Hein. Non, attendez. Là... On a pris un arrêté municipal. Oui, mais vous inquiétez pas, je le sais bien, oui, justement. D'accord. Parce que là-bas, la circulation est interdite par un riverain. C'est tout, c'est la seule différence. Ok. Mais moi, je trouve que c'est encore plus contraignant que ça soit la collectivité qui ait favorisé ce sens interdit sur le chemin de Carrère. Très clairement. Voilà. Mais bon, comme vous le dites, chacun fait comme il veut. J'aurais pas fait comme ça, en tout cas. Ça, c'est clair. Et donc là, comme le disait Didier, et comme on l'a dit lors de la commission pour en parler avant, ce qui est une bonne formule, je trouve, pour échanger sur tous ces sujets, c'est que le pouvoir public tienne bon, apaise en échangeant, en dialoguant, en maintenant les relations avec le propriétaire, et explique, en s'appuyant sur le conseil départemental. Je pense que c'est ça qui doit être fait par la collectivité et par l'adjoint au maire et le maire. En tout cas, c'est comme ça qu'on va essayer de continuer et d'avancer sur cette problématique. Oui, alors attendez, monsieur Bresson, allez-y mollo aussi, parce que voilà, je veux dire, vous retournez vite votre il y a eu deux façons de gérer deux problèmes sur des manières différentes. Le sens interdit, on va pas en faire tout un pataquès, mais voilà, vous demanderez à Mathieu justement, puisqu'il a évoqué aussi. Donc laissez la commission s'en occuper avec sérénité, et on va pas encore une fois en faire une polémique sur la manière de gérer. Oui. Merci monsieur Bresson pour faire remonter tout cela. Je vous propose de passer aux questions diverses et de laisser la parole à Laurent Pétriac. Pardon. Non, excusez-moi. Il y a les communications des décisions. Allô Je peux parler? Non, je fais juste la communication des décisions. Dans 3 minutes. Juste les avenants. Alors là, vous retrouvez 2 avenants, 28 janvier et 23 février, qui sont liés à l'intervention de Philippe Jory-Guibéry sur la première délibération, c'est-à-dire sur le marché public de la Colas. Donc on retrouve ce qu'on a évoqué tout à l'heure, 1 204 956,30 sur le RD26. Et donc, évidemment, on doit retirer la décision 21 021/02
2, l'avenant au marché public de travaux devant passer en conseil municipal au vu du montant supérieur à 750 000 euros du pouvoir du maire. Et ensuite, donc, alors, en février, juste un petit rectificatif, en février, je vous avais évoqué sur l'avenant numéro 1 de IDVRD 3396 euros que c'était par rapport à des arbres rajoutés. Non, les arbres rajoutés, donc c'est celle-ci, c'est la 2021/04, marché pour la fourniture et la plantation d'arbres dans le cadre de l'aménagement paysager pour un montant de 15 647,52. Philippe, tu veux préciser des choses sur cet avenant ou peut-être sur le parc Maisonneuve ? Philippe, je parlais du parc Maisonneuve, tu veux juste préciser, j'ai cité l'avenant sur rajouter des arbres. Là, tout est planté, il reste encore que plantation. Vas-y, dis-le comme ça, t'as la voix qui porte. D'arbres sont aussi achevés. Il reste quelques arbustes, quelques haies nourricières à planter, pour lesquelles d'ailleurs les dernières plantations, on voudrait faire participer le service jeunesse et les jeunes de la commune pour les associer à ce projet. Parfait. Laurent, je te passe la parole pour donc Laurent Petriac. Monsieur Fichot. Monsieur Bresson. Oui, écoutez, si on se pose des questions, il est normal qu'on les pose en conseil municipal sans que ça ne vous fasse souffler. Non, merci. On a eu du mal à comprendre ces deux questions diverses. Donc, plutôt que d'avoir une mauvaise interprétation qu'on pourrait éventuellement répéter de façon erronée, ce qu'on a compris, c'est que vous aviez signé un avenant, alors que vous n'avez pas délégation pour le faire, que cet avenant a été... Donc vous retirez cette décision de signature, et que vous nous dites maintenant que l'avenant doit passer en conseil municipal, c'est bien ça? C'est ça, hein? D'accord, ok. Bon, alors, c'est idiot que ça... Oui, mais c'est sûr que c'était pas forcément évident sur. Non, mais c'était une décision vraiment particulière. On est d'accord. Est-ce qu'il y a encore des commentaires ou est-ce que je peux passer à refaire la parole à Laurent qui s'impatiente? Laurent Petriac, donc je voulais juste que Laurent, d'ailleurs j'en profite pour te remercier pour ton engagement sur le centre de vaccination et peut-être nous donner quelques informations, les dernières informations sur donc l'ouverture du centre de vaccination mardi 23. Là c'est bon, c'est bien. Bon, mais aucun sens interdit autour de la salle Gaston Larieux qui va donc s'ouvrir lundi après-midi en fait. Ça sera le centre de vaccination du Seignance. Il a été monté assez rapidement quand même sur le souhait des élus communautaires grâce à l'engagement et on va dire même l'enthousiasme des professionnels de la santé, de tous les médecins généralistes de Saint-Martin-de-Seignance, Ondre, Tarnos et évidemment les paramédicaux que sont les infirmières qui aussitôt ont répondu en masse pour amener aussi leur aide dans le fonctionnement du centre de vaccination. L'ARS demandait un comité médical, il demandait un tas de choses que l'on a pu régler assez rapidement. Quoi vous dire, on va pouvoir commencer donc lundi après-midi en vaccinant avec le fameux vaccin Pfizer, enfin fameux, disons celui-là il est moins comment dirais-je, médiatisé défavorablement que l'AstraZeneca. Il sera réservé aux personnes de plus de 75 ans. La vaccination sera réservée aux personnes de plus de 75 ans et ainsi qu'aux patients entre 50 et 75 ans avec des comorbidités.
On pourra appeler directement sur la ligne téléphonique que je vous dirai le centre de vaccination, mais on pourra prendre aussi des rendez-vous par Doctolib, la plateforme nationale qui est obligatoire pour faire fonctionner un centre de vaccination. Le principe, c'est que les généralistes auront 50% des plages horaires réservées à leur liste de patients, disons, les plus défavorisés, ceux qui se débrouillent mal avec Internet ou qui n'ont pas Internet, ou qui, disons, étaient un petit peu, qui étaient en difficulté pour avoir un rendez-vous, car ils n'avaient pas de famille ou d'enfants très agiles sur Internet. Donc le CIAS aussi va cibler une liste de patients à vacciner en priorité. Voilà, donc nous allons amener, sous l'impulsion quand même des élus, et toi aussi Julien, le centre de vaccination qui va être, je pense, efficace. Et je suis très content qu'il soit à Saint-Martin-de-Seignances, c'est le centre de la communauté des communes. La salle Gaston Larrieux s'y porte super bien, il y a un grand parking, il y a des belles salles pour un flux facile d'accueil. Je pense à nos anciens qui vont venir et qui vont être heureux de recevoir cette fameuse vaccination qui les protégera de cette satanée maladie. Nous apportons comme ça donc notre comment dirais-je, à l'effort national, notre petite contribution, voilà. Je suis content que ça marche bien. J'espère que tout va aller. Voilà. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions Oui, Isabelle. Voilà. Donc, il y a donc dans cette maladie, ça évolue presque tous les jours, toutes les semaines, des fois tous les jours, des fois toutes les heures. Par exemple, en tant que généraliste, je pouvais vacciner 10 personnes par semaine. Je l'ai fait pendant 3 semaines. Et puis, dans la nuit, à 2 heures du matin, il est arrivé une information comme quoi le vaccin AstraZeneca était retiré et donc on ne pouvait plus vacciner. Bon, donc sur l'information que vous avez, elle est vieille, elle est ancienne, elle date de 3 jours, c'est incroyable. Nous devions avoir on rentre dans la technique, mais que 180 doses par semaine allouées par l'ARS. C'était ce qu'il y avait été prévu il y a 3 jours. Eh bien, aujourd'hui, à 14h, on nous annonce 50 doses de 6, ce qui fait 300. Et la semaine prochaine, on va avoir 80 flacons. Enfin voilà, l'ARS navigue un peu à vue et nous donne des infos qui des fois se contredisent. Voilà, donc on va ouvrir plus largement. Alors peut-être cette semaine pour mettre en route, on va ouvrir 3 jours, mais dès la semaine après, ça sera 5 jours et demi sur 7. Des plages horaires de 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Les personnes qui sont en difficulté pour se mobiliser, le médecin pourra prescrire un VSL. Sinon, il y a aussi un taxi social pour amener les personnes en difficulté. Quoi dire encore? Je sais pas. C'est déjà bien. Hein, ouais. Non, mais c'est vrai que pour être un peu au cœur du réacteur là depuis plusieurs jours, c'est vrai que c'est vraiment, il faut s'accrocher. On est vraiment. Il y a vraiment sous pression, sous tension. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'informations contradictoires. Ce qui était vrai il y a 2 jours et voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est plutôt des bonnes nouvelles, quoi. Voilà, il y a quand même, on voit bien, quoi. Même au niveau national, on a du mal on le voit avec les livraisons. Bon, voilà, on est soumis à beaucoup de nouvelles qui au jour le jour, quoi, vraiment évoluent. Donc.
c'est ça. Mais je pense que ça devrait fonctionner. Et je suis content. Bon. Je voulais juste aussi remercier un bénévole saint-martinois, Michel Dombris, qui va être le coordinateur. Alors, oui, bien sûr, j'ai oublié de dire que et Jean-Marc Clar, le coordonnateur du centre de vaccination, c'est Michel Dombris, bien sûr. Donc, le président de Haïti, qui a aussitôt contacté, a pris la responsabilité d'être le coordonnateur de centre. Donc, l'interface entre l'ARS, les médecins, l'administration, les élus, c'est un sacré boulot. Et le pire, c'est de s'occuper de Doctolib. C'est quelque chose, l'informatique. Ouais, c'est l'art de compliquer quelque chose qui est très facile dans nos cabinets. C'est vraiment une usine à gaz, un centre de vaccination. C'est pour ça que c'est assez remarquable que ça puisse se monter là dès la semaine prochaine. Et bien sûr, il y a eu aussi Jean-Marc Lard et d'autres qui ont été moteurs, Isabelle Dufaux, et puis la présidente du CIAS, et puis d'autres élus, bien sûr, qui ont été chacun a amené sa pierre à l'édifice. Les professionnels de la santé sans les élus n'auraient rien pu faire, pas grand-chose. Et puis le contraire non plus, parce que sans médecin, on ne peut pas faire la médecine. Mais voilà, vraiment, c'est un résultat collectif. J'espère que tout va fonctionner très bien. Merci Laurent. Oui. Alors, oui, il peut y avoir besoin de bénévoles. D'abord, le numéro de téléphone, c'est le 05 59 59 95 92. Il y aura 3 secrétaires de la communauté des communes qui vont prendre les appels, les pauvres, parce que c'est une avalanche d'appels de gens inquiets, stressés, et qui vont essayer de placer des rendez-vous sur Doctolib. Par ailleurs, les gens pourront aller aussi sur Doctolib prendre leur rendez-vous. Quelle était la question? Je me souviens pas. Non, c'est le bénévole. Ah, le bénévole, oui, mais bien sûr, je pense que... Alors, ce que je propose, c'est parce que du coup, on a eu beaucoup d'allers-retours sur le nombre de jours, parce que c'est vrai que il y a quelques heures, donc était prévu simplement 3 jours, voire même pendant un temps, c'était 2 jours et demi, donc c'était vraiment. Donc là, il y aurait eu besoin de quasiment aucun bénévole. Là, c'est vrai qu'on peut penser. Donc, ce que je vous propose, c'est de tenir au courant l'ensemble des conseils municipaux. On part sur des vacations de 4 heures. Donc de demi-journée, je sais que ça sera pas simple pour les membres du conseil, mais voilà, donc du coup je vous tiens au courant et donc le secrétariat vous enverra un mail pour les plages possibles et souhaitées. Oui Philippe. On peut repréciser le numéro de téléphone. Oui, c'est le 05 59 59 95 92. Terminer ce conseil municipal, juste une petite information de Philippe Jory-Guibéry sur, vous le savez, à chaque fois, donc je veux qu'on relate certaines commissions, certains syndicats où les élus représentent le conseil municipal et donc du coup la commission voirie en communauté des communes, Philippe, juste pour 2-3 décisions. Ouais, alors je vais vous présenter les travaux que la communauté des communes va entreprendre sur la commune sur les 3 ans à venir. Donc en 2021, il y aura une première phase, c'est la continuité du chemin de Grandjean sur 500 mètres linéaires. Donc la continuité de la voie verte et de la réfection de la chaussée. Ensuite, il y a la réfection de la chaussée et les bas-côtés de route de Lurques. Ensuite, pour 2022, il y a la deuxième phase sur le chemin de Grandjean, c'est 200 mètres linéaires. Donc en fait la première phase ça va être de la fin de la piste voie verte jusqu'au lotissement Montauby. Et la deuxième phase c'est du lotissement Montauby à avenue d'Aquitaine. En fait l'avenue Grandjean a été divisée en 2 suite aux travaux des tennis qui vont arriver. Ensuite en 2022 il y aura la réfection de l'avenue d'Aquitaine. En deuxième semestre, une fois que les travaux du tennis seront terminés. Et ensuite, en 2023, il y aura l'aménagement du carrefour de avenue Maisonnave et à chemin de Menuisier. C'est la réfection du sens giratoire. Et ensuite, au niveau de la communauté des communes, donc la communauté des communes souhaite qu'une convention soit signée avec toutes les communes du Séniance
pour qu'on prenne en compte les déchets de vénaison en lien avec les chasseurs. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune convention qui a été signée. Donc ils souhaitent mettre ça en place. Voilà. Merci Philippe. Je vous propose de clore le conseil municipal de ce soir et de se retrouver du coup pour l'instant le 11 avril. Le 11. De se retrouver le 8 avril a priori 2021. Oui, oui, tout à fait. Il va vous être envoyé là sûrement sur la fin de semaine ou début de semaine. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.